webinaire énergie sur la fin des tarifs réglementés en électricité. Donc je suis Laurent Ornez, donc manager énergie chez Cristal Décision. Cristal Décision est la BU achat du groupe ALMA, et donc nous aidons les entreprises, nous les conseillons sur leurs achats de frais généraux et donc notamment électricité. Et donc j'ai à mes côtés Josépha Dumont, consultante senior énergie. Bonjour à tous. Et donc c'est Josépha qui va donc nous présenter ce webinaire. Un petit mot de sommaire et d'organisation. Donc le webinaire durera à peu près une trentaine de minutes. Donc vous voyez à l'écran en principe le sommaire, donc avec 5 points de partie. C'est surtout la partie 3 qui sera la partie la plus importante. Donc on commencera avec quelques rappels sur la fin des tarifs réglementaires, on va dans le détail sur qui est concerné. Ensuite, on verra comment préparer au mieux son entrée sur le marché libéralisé. La partie appel d'offres en elle-même, en essayant de rentrer un peu dans les détails. Et puis, nous terminerons avec un focus sur les fournisseurs et une sorte de petit résumé sur les points clés à retenir sur cette thématique. Donc, avant de laisser la parole à Josépha, simplement pour vous dire que vous avez la possibilité de nous adresser donc par chat vos questions et donc nous les recevrons et donc nous tenterons d'y répondre en fin de présentation. Voilà pour cette petite introduction. Donc je vais laisser la parole à Josépha. Et donc en commençant avec cette première partie, Josépha, est-ce que tu peux nous rappeler et en nous donnant quelques précisions sur les enjeux et sur cette fin des tarifs réglementés? Oui, alors effectivement, quand on parle de la fin des tarifs réglementés, souvent on a expliqué, la première question qu'on se pose, c'est qui est concerné et qu'est-ce qui attendra les consommateurs sur le marché libéralisé. Alors, si on regarde sur cette page de présentation, on a la chronologie de l'ouverture des marchés libéralisés en électricité, et notamment la fin du TRV qui, comme vous le savez, est prévue pour le 31 décembre 2015. Cette fin des tarifs réglementés de vente est prévue pour tous les sites qui ont un contrat avec une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. La première question qu'on peut se poser, c'est ce qui se passe après la fin des tarifs réglementés de vente. Qu'est-ce qui se passe après? Il va s'ouvrir une période transitoire. Donc cette période transitoire va durer 6 mois. Pendant cette période transitoire, si on fait un parallèle par rapport à ce qui s'est passé sur le marché du gaz naturel, on peut s'attendre à un prix qui sera fixé. Donc les consommateurs seront toujours chez EDF en tarif réglementé de vente transitoire, avec un prix qui sera majoré. Ce qu'on a vu sur le gaz naturel avec la fin des tarifs réglementés en gaz naturel, c'est une majoration entre 2 et 3%. Donc c'est cette première phase qui va se terminer au 30 juin. Qui coûtera déjà cher aux consommateurs qui n'auront pas fait la bascule. À l'issue de cette période au 30 juin, ce que dit la loi, c'est que la fourniture d'électricité n'est plus assurée. C'est ce que prévoit la loi Hamon. Néanmoins, encore une fois, on peut faire un parallèle avec le marché du gaz naturel qui s'est ouvert l'année dernière. Ce qui s'est passé, c'est que pour les quelques milliers de sites qui n'avaient pas fait la démarche de passer sur le marché libéralisé, ils sont passés en contrat avec GRDF directement, avec cette fois-là une majoration beaucoup plus importante, de l'ordre de 10 à 20% sur l'abonnement et sur la consommation d'énergie. Donc, effectivement, l'objectif est d'anticiper au mieux cette fin des tarifs réglementés de vente pour éviter de tomber dans ces périodes transitoires qui pourraient coûter cher aux consommateurs. Donc ça, c'est le premier point qu'on voulait vous présenter. Une fois qu'on a dit effectivement que c'était les sites avec une consommation, avec une puissance supérieure à 36 kW qui étaient concernés, on peut également se poser la question des autres sites. Effectivement, donc aujourd'hui, toutes les entreprises sont concernées, toutes les tailles, tous les secteurs d'activité qui ont une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. Néanmoins, dans votre périmètre, dans la plupart des périmètres des entreprises, les contrats ne sont pas uniquement des contrats de ce type-là avec une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. Il y a effectivement des contrats qu'on va appeler plus généralement des tarifs bleus. On peut se poser la question de savoir si, étant donné qu'ils ne sont pas concernés, profiter néanmoins de cette opportunité de renégocier vos contrats sur le marché libéralisé, de les intégrer à la démarche.
Effectivement, on le verra ultérieurement, les tarifs de marché actuels par rapport à un historique étant intéressant, vous avez tout intérêt à globaliser votre démarche sur l'ensemble du périmètre. C'est le premier point. Le deuxième point sur lequel on peut se poser la question, c'est les contrats qui sont déjà sur le marché libéralisé. Certaines entreprises peuvent effectivement avoir déjà des sites qui ont un contrat sur le marché libéralisé. Et la question est de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ces sites-là? Il y a également un intérêt à les intégrer à votre démarche globalisée et de les intégrer à votre périmètre. Typiquement, sur le marché de l'électricité, vous avez la possibilité, lorsque vous avez demandé un contrat à un fournisseur, de demander un début de fourniture, par exemple au 1er janvier 2016, pour tous vos sites qui seraient au tarif réglementé. Si vous aviez des contrats sur le marché libéralisé en complément, avec des dates de fourniture d'échéance ultérieures, vous pouvez demander à votre fournisseur qu'il intègre le contrat cadre globalisé à une date ultérieure, tout en ayant une échéance commune pour l'ensemble des contrats. Donc le message ici, c'est de se dire, ne restons pas uniquement fermés sur les sites qui ont l'obligation de passer sur le marché libéralisé, mais posons-nous aussi la question sur les autres sites qui pourraient intégrer une démarche globalisée. Donc une fois que vous vous êtes posé la question de votre périmètre, la question suivante est de se dire qu'est-ce qui attend les consommateurs sur le marché libéralisé. Alors vous avez le bâton qui rassemble l'ensemble des composantes du coût de l'électricité. Donc ce qu'on peut distinguer dans un premier temps, c'est que c'est assez différent et plus complexe que ce que vous avez aujourd'hui sur le marché réglementé. Aujourd'hui, sur le marché réglementé, vous gardez la partie taxes et contributions, qui est la partie verte en haut. Et ensuite, vous avez une part abonnement et une part fourniture. Sur le marché libéralisé, on voit apparaître de nouvelles composantes. Alors, dans un premier temps, il faut distinguer la partie taxes et contributions et TURP. Donc, le TURP, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui correspond à la partie acheminement et qui est une partie réglementée. Cette partie réglementée, tout comme les taxes et contributions, n'est pas négociable puisqu'elle est identique pour tout le monde, quel que soit le fournisseur. Néanmoins, elle est optimisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'acheminement, qui va définir les options d'acheminement et les puissances souscrites que vous avez sur votre contrat, vous avez la possibilité de les optimiser. Donc, c'est important de le faire au moment où vous définissez votre périmètre. Petite précision au moment de la bascule, l'objectif est de faire une bascule, et c'est demandé par ERDF, de faire une bascule à ISO puissance et à ISO formule tarifaire d'acheminement. Et de demander la modification et l'optimisation après votre bascule sur le marché libéralisé. Ça permet de sécuriser et de vous assurer que votre bascule va se passer correctement. Effectivement, ERDF a beaucoup de demandes, donc l'objectif est de simplifier les demandes de bascule et de faire les optimisations dans la foulée, dans les mois qui suivent. Donc ça, c'était pour la partie réglementée qui est optimisable. On a ensuite la partie en bas, qui est la partie bleue, qui est la partie ouverte à la concurrence, et qui, elle, est négociable. Donc on aperçoit d'abord les coûts internes et la marge. C'est la partie commercialisation qui revient au fournisseur. Ça peut être ajusté, c'est-à-dire que ça va dépendre par exemple du nombre de sites. Si on est sur un gros multi-site, ça va avoir un coût plus important pour un fournisseur. Si on est sur un site unique, on va avoir une marge plus faible. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans le calcul de cette marge. Et vous avez en dessous le peak load, le base load et la part arène. Alors, dans un premier temps, le peak load et le base load, qui sont les deux produits financiers existants sur le marché de l'électricité. Aujourd'hui, quand un fournisseur vous propose un prix, derrière se cache cette partie peak et cette partie base qui dépendent de votre consommation et de votre profil. Et on a également la part arène. Donc, l'AREN, qu'est-ce que c'est? C'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Initialement, l'AREN était prévue au moment de l'ouverture du marché de l'électricité pour permettre aux fournisseurs alternatifs de proposer un prix compétitif par rapport au prix qui était proposé par EDF. Aujourd'hui, cette AREN est située à 42 € du mégawattheure. Elle doit évoluer. On a parlé de prix de 44 € du mégawattheure, 46 € du mégawattheure. On ne sait pas quand elle va évoluer, on ne sait pas à combien. On sait néanmoins qu'elle n'est pas intéressante par rapport au marché de l'électricité actuelle, mais à terme, en fonction des évolutions du marché, il faut garder en tête que vous avez la possibilité de demander
une offre de marché qui intègre cette tarif. Donc ça, c'est de manière globale, qu'est-ce qui attend les consommateurs sur le marché de l'électricité. Très bien, merci Josépha pour ces premiers rappels sur le contexte. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les sujets avec la gestion de l'appel d'offres et en particulier la préparation du périmètre, les données à collecter et comment se préparer au mieux à cet appel d'offres. Donc effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail à présent. Sur cette page, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations nécessaires pour vous permettre de construire votre appel d'offres, votre cahier des charges et la grille de cotation, toutes les informations que vous allez fournir à vos prestataires au moment de l'appel d'offres. Donc, qu'est-ce que vous avez comme information à collecter? C'est toute la partie gauche de la présentation. Donc, effectivement, il y a tout ce qui est consommation annuelle par mois et par classe euro-saisonnière. Ça, c'est une information qui va être nécessaire pour les sites qu'on va appeler proxy. C'est-à-dire que ce sont des sites qui n'ont pas de relève toutes les 10 minutes, à l'inverse des sites qu'on va appeler les sites à courbe de charge, pour lesquels ERDF est capable de fournir une consommation avec des puissances atteintes toutes les 10 minutes. Donc, en fonction de votre typologie de site, vous allez faire appel soit à l'une, soit à l'autre de ces informations. Vous avez ensuite en dessous la référence acheminement électricité, donc RAE, qui peut aussi s'appeler PRM, point de relève et de mesure, qui est l'identifiant unique de votre site, qui est présent sur chacune de votre facture et qui est l'élément indispensable pour les fournisseurs pour vous reconnaître, et qui est également le point de reconnaissance pour ERDF. Vous avez également les paramètres d'acheminement. Ces paramètres d'acheminement sont des données qui sont fournies par ERDF. Donc, les puissances souscrites notamment et les formules tarifaires d'acheminement. Et ensuite, vous avez également les puissances maximum atteintes. Alors, ces puissances maximum atteintes, ce sont des choses que vous retrouvez sur vos factures ou sur des données qui sont communiquées par ERDF. Ne sont pas indispensables pour votre appel d'offres. Néanmoins, elles le sont si vous souhaitez optimiser vos contrats d'acheminement, vos contrats et vos paramètres d'acheminement. Pour toutes ces informations, où est-ce que vous pouvez les collecter? On l'a dit assez rapidement, sur vos factures, donc les factures des 12 derniers mois glissants, ou auprès de ERDF. Vous avez les différentes adresses indiquées sur lesquelles vous pouvez joindre ERDF pour demander ces informations par mail. Alors, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ERDF a beaucoup de demandes en ce moment. Une demande ERDF, ça peut prendre parfois jusqu'à 3 semaines, un mois. Donc, c'est un point non négligeable, puisque une fois que vous avez rassemblé l'ensemble de vos références acheminement électricité, si vous voulez avoir toutes les données nécessaires, il faut faire cette demande auprès de ERDF et l'inclure dans votre timing d'appel d'offres. L'objectif derrière tout ça, derrière la collecte de toutes ces informations techniques, c'est bien entendu de se donner toutes les chances de recevoir les offres des fournisseurs. Tout comme ERDF, les fournisseurs sont très pris en ce moment, et au plus vous leur donnerez des informations précises et exactes, au plus de chances vous aurez d'avoir des réponses des fournisseurs. Donc, ensuite, une fois que vous avez collecté toutes ces informations, l'idée est de définir votre périmètre. On l'a dit, tous les sites avec une puissance supérieure à 36 kVA sont concernés. Il y a aussi d'autres sites qui sont concernés. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fin des tarifs réglementés de vente, c'est uniquement la France métropolitaine continentale. Donc, on ne parle pas des dom-tom et on ne parle pas de l'accord. Donc, c'est le premier point sur la définition du périmètre géographique. Sur la définition du périmètre de site, mais effectivement, il ne faut pas rester uniquement sur les sites aujourd'hui qui sont dits jaunes et verts. Et également, il faut prendre en compte qu'il y a un certain nombre d'atypismes et d'exceptions. C'est ce qu'on vous présente sur la page d'après. Effectivement, on a les grandes catégories de sites, mais à l'intérieur de ces catégories de sites, certains sont des exceptions qui vont être gérées par ERDF et qui sont nécessaires d'être communiquées à votre futur fournisseur, qui le prennent en compte et qui vous assurent une bascule qui se passe correctement entre le marché réglementé et libéralisé. Donc, le premier atypisme qu'on peut mentionner, c'est le tarif jaune, qui a une puissance maximale, une puissance souscrite maximale inférieure à 36 kVA. Ces sites-là ne sont pas compatibles au marché libéralisé, ils ne sont pas compatibles au TURP, et il est nécessaire d'augmenter la puissance maximale au minima à 42 kVA si vous voulez que la bascule se passe correctement. Le deuxième atypisme qu'on vous présente ici, c'est les sites borne poste, qui sont des tarifs verts qui sont raccordés en basse tension.
Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez sur le tarif réglementé un tarif vert et vous avez en partie acheminement, c'est-à-dire auprès de RDF, l'équivalent d'un tarif jaune raccordé en basse tension. Donc ça nécessite une reprogrammation du compteur pour que vous puissiez passer sur le marché libéralisé correctement. Ensuite, on a les sites qu'on appelle EJP, qui sont les sites effacement jour de pointe, donc des sites avec une puissance souscrite en pointe mobile. Donc pendant ces jours-là, habituellement, donc sur ces contrats-là, pendant ces jours d'effacement, les sites qui ont l'habitude d'avoir ce type de contrat s'effacent du réseau. Ces sites-là disparaissent sur le marché libéralisé, que ce soit pour les contrats jaunes ou pour les contrats verts. Pour les contrats bleus, comme ils ne sont pas concernés par la fin des tarifs réglementés de vente, c'est simplement qu'ils ne sont plus vendus pour les tarifs réglementés et sur le marché libéralisé, ils n'existent plus. Donc également, ça nécessite une reprogrammation et également un changement des habitudes pour les sites qui utilisent ce type de contrat. De la même manière, les contrats bleus, tempo, disparaissent sur le marché libéralisé. Et enfin, on a un autre cas spécifique qui est la baie de télécomptage. Donc le principe de la baie de télécomptage, c'est que vous avez un regroupement de plusieurs points de livraison sur un contrat plus général, qui peut être par exemple un regroupement de contrats bleus sur un gros contrat jaune. Donc pour ces sites-là, ça nécessite une étude et un audit au cas par cas, puisque c'est quelque chose de très spécifique. Donc là, on voulait pointer les principaux atypismes pour que vous les ayez en tête et que vous sachiez ces atypismes-là, pour les reconnaître, la clé d'entrée principale, c'est les informations en RDF et vos paramètres de compte. Merci Josépha. Donc maintenant qu'on a vu comment justement préparer et définir son périmètre, vient la partie de l'appel d'offres en elle-même. Donc est-ce que tu peux nous éclairer sur comment gérer cet appel d'offres? Alors effectivement, il y a un point qui est important. À partir du moment où on a collecté toutes ces informations-là, c'est de définir une stratégie de négociation, de construire un cahier des charges et de donner envie aux fournisseurs de répondre à votre appel d'offres. Donc le premier point, définir sa stratégie de négociation, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors effectivement, il faut prendre en compte un certain nombre de points qui n'existaient pas auparavant sur le tarif réglementé, mais qui arrivent sur le marché libéralisé. Le premier point, ce sont les engagements de consommation. Alors, sauf pour certains cas particuliers, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas d'engagement de consommation sur les beaux contrats d'électricité. Pas d'engagement de consommation pour les sites qui sont intégrés au périmètre dès le début de la consultation. Ensuite, en termes de durée de contrat, la durée est au choix du client. Ça peut être 12 mois, 24 mois, 36 mois, ou ça peut être une durée personnalisée qui sera différente d'une durée qui se compte en année pleine. Elle dépend du début de fourniture. Donc, c'est le premier point, savoir pour vous quand va être la date optimale de début de votre contrat et de la fin de la fourniture, sachant que sur le marché libéralisé, les fournisseurs achètent des produits calendaires, c'est-à-dire en année pleine. Enfin, l'objectif, si vous voulez avoir une offre qui corresponde à ce qui se vend sur le marché et avoir un prix qui correspond au marché, ça va être de travailler sur des contrats qui se terminent en fin d'année à chaque fois, donc au 31 décembre de chaque année. Fait de cumuler donc une date de début de fourniture différente du 1er janvier avec une date de fin de fourniture qui serait au 31 décembre, fait que vous pouvez avoir des durées effectivement personnalisées. Ensuite, vous avez la partie construction du prix, qui est la partie, une des parties les plus complexes sur le marché libéralisé, puisqu'effectivement, tous les fournisseurs ne vont pas vous proposer tous le même prix. Alors, ce qu'on voit, le premier point, c'est savoir si vous allez demander un prix fixe, ou un prix indexé sur le REN, ou un prix indexé sur le tarif réglementé de vente pour les contrats bleus. C'est le premier point à décider. Ensuite, vous verrez que dans les offres que vous recevez des fournisseurs, tous ne sont pas bons sur les mêmes types de prix. Certains vont être bons en vous proposant un prix hors-saisonnalisé, donc différents l'hiver et l'été et différents en semaine creuse. Par contre, d'autres vont vous proposer un meilleur prix identique sur toutes les périodes, toutes les classes hors-saisonnières. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous décidez de fixer en amont le type de prix que vous souhaitez recevoir, soit vous laissez faire le fournisseur afin d'avoir le meilleur prix.
Mais si vous laissez faire les fournisseurs, il faut avoir en tête qu'en termes d'analyse, vous allez compliquer la tâche. Donc ensuite, vous verrez que certains fournisseurs vont vous proposer des prix par une période calendaire, donc entrée 2015, entrée 2016, entrée 2017. D'autres fournisseurs vont vous proposer le même prix sur toute la durée du contrat. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir un prix par site ou un prix unique. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait d'avoir un prix par site ou un prix unique? C'est savoir si, forcément, si vous avez un prix unique pour tous les sites, il faut avoir en tête que certains sites vont bénéficier du coup d'un profil de consommation plus important d'autres sites et à l'inverse, d'autres sites vont être pénalisés. Donc ça va dépendre effectivement de votre politique d'achat et de votre stratégie de négociation. Et ensuite, enfin, vous avez la possibilité d'avoir des prix avec un acheminement intégré ou avec une offre de fourniture et d'acheminement dissocié. Donc on arrive à la quatrième ligne, quatrième partie, la flexibilité du périmètre. Donc on a parlé d'engagement de consommation, c'est à périmètre constant. Vous avez la possibilité aussi de demander une flexibilité sur vos contrats. Elle n'est pas obligatoire, elle dépend de vos projets futurs. Elle est intéressante si vous savez que vous allez pouvoir, vous allez avoir à ajouter et à supprimer des sites sur votre périmètre. Néanmoins, elle a un coût pour les fournisseurs. Donc, si vous demandez, par exemple, une marge d'ajout ou de sortie de site de plus ou moins 15%, plus ou moins 10%, plus ou moins 5%, en fonction de votre besoin, il faut savoir que derrière, vous allez avoir un prix de fourniture qui va être plus cher. Donc, il faut bien mesurer le coût versus la probabilité que vous aurez d'ajouter ou de sortir des sites. Vous avez ensuite, bien entendu, l'offre de service, puisque sur le marché libéralisé, tous les fournisseurs vont vous proposer des services supplémentaires, certains avec un coût, par exemple un espace client en ligne qui vous propose un suivi de vos courbes de charge. Pour certains fournisseurs, ça va être payant, pour d'autres, ce sera gratuit. Donc, c'est des choses à mettre dans la balance, pareil, en fonction de votre besoin et de ce que vous souhaitez avoir dans votre contrat. Ensuite, vous avez la facturation à prendre en compte. Est-ce que vous avez besoin d'une facturation groupée? Est-ce que c'est une facturation citative? Est-ce que vous souhaitez mettre en place une dématérialisation avec des EDI? Également, ça peut avoir un coût chez certains fournisseurs, mais pas chez les autres. Et enfin, il y a un point particulier qu'il faut garder en tête sur le marché libéralisé, c'est qu'à partir du moment où vous demandez une offre de prix à un fournisseur, la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde la santé financière de l'entreprise. En fonction de cette santé financière, il va vous proposer une offre. Certains fournisseurs ne proposent pas d'offre si les santé financières ne sont pas suffisamment acceptables au vu du fournisseur. D'autres vont vous proposer une offre, mais vont vous demander des dépôts de garantie ou des garanties maison mère. Et enfin, on sait que c'est quelque chose qui a un poids sur la marge du fournisseur et qu'à partir du moment où vous avez une santé financière qui est dégradée, ils vont augmenter leur marge puisque pour eux, ça va en termes de gestion de dossiers de frais fixes, ça peut leur coûter plus cher. Donc ça, c'est tous les points à prendre en compte pour la mise en place de la stratégie de négociation lors de votre appel. On arrive à la slide suivante. Une fois que vous avez décidé de votre stratégie, il faut la mettre en œuvre et surtout, il faut la mettre en œuvre à travers des outils et une communication auprès de vos fournisseurs. Il faut faire attention à cette communication puisqu'on sait que les fournisseurs sont très pris et que si vous voulez maximiser votre taux de réponse, eh bien, il faut essayer d'être le plus transparent avec eux, d'être le plus direct, c'est-à-dire initialement dès le début de votre appel d'offres, leur indiquer un timing, leur laisser le temps un temps suffisant pour répondre, être constant sur les demandes, éviter de revenir vers eux en réactualisant un périmètre, en leur demandant des sites supplémentaires, des sites en moins. Et puis décaler les dates de réponse ou demander plusieurs réponses à vos fournisseurs. Aujourd'hui, on sait que la plupart des fournisseurs sont d'accord pour faire 2 tours d'appel d'offres sur un même client. À partir du 3e tour, on sait qu'il y a des fournisseurs qui grincent un peu des dents et qui ne vont peut-être pas vous faire le troisième offre. Donc tout ça, c'est des choses à calibrer en amont. On sait que là, sur la fin de l'année, il reste encore un grand nombre de sites qui doivent passer leur appel d'offres. Si vous voulez que votre appel d'offres se déroule correctement, il faut prendre en compte ces éléments-là. Et donc, une fois que vous avez fait votre stratégie de négociation, vous avez créé vos outils, il faut passer aussi par la case allotissement. Alors, l'allotissement le plus cohérent et le plus instinctif, c'est celui qui reprend la segmentation de RDF. La segmentation de RDF,
elle se distingue en 5 catégories, C1, C2, C3, C4, C5. Les sites C5, ce sont les sites avec une puissance souscrite inférieure à 36 kVA. Les sites C4 et C3, ce sont ce qu'on appelle les sites profilés. Donc, ce sont des sites qui n'ont pas de relève, qui ont une puissance supérieure à 36 kVA et qui n'ont pas de relève toutes les 10 minutes, donc de courbe de charge. Et vous avez ensuite les sites C2, qui sont des sites avec une courbe de charge, donc une relève toutes les 10 minutes, et les sites C1, qui sont des sites associés à un compte track. Donc, le fait de reprendre cette segmentation vous assure déjà une communication facilitée avec les fournisseurs et avec ERDF. Néanmoins, cette segmentation-là, donc cet allotissement par segment ERDF, elle dépend aussi de vos consommations et de vos sites et de vos profils. Imaginez que vous avez un périmètre, par exemple, avec un appel d'offres sur 50 sites. Vous avez un site en télérelevé et 10 sites qui sont des contrats bleus. Le fait d'utiliser cette segmentation-là, ERDF, ne sera peut-être pas profitable puisque vous allez peut-être avoir des fournisseurs qui vont vous répondre uniquement sur certains segments et vous aurez un découpage par fournisseur qui n'est peut-être pas optimal. Donc, donc, il faut avoir en tête ce découpage-là, mais aussi garder en tête votre contexte pour définir votre allotissement et surtout les profils de consommation. Et donc, enfin, une partie qu'on voulait vous présenter également, qui concerne tous les points, toutes les questions qui ne sont pas toujours écrites sur les contrats de la part des fournisseurs, qui ne sont pas toujours mentionnées, mais qu'il faut bien avoir en tête puisque ça peut avoir un impact non négligeable sur le coût final que vous allez payer. Le premier point, c'est est-ce que vous avez une partie acheminement, qui est donc le TURP, qui est fixe ou qui est révisable. Certains fournisseurs vous proposent une offre avec un acheminement fixe. Dans ce cas-là, il faut avoir en tête que le jour où vous voulez optimiser votre contrat et par exemple diminuer votre puissance parce que vous avez un site qui a une modification de ses consommations, votre acheminement ne sera pas modifié si vous êtes en charge fixe et auquel cas vous n'aurez pas la possibilité d'optimiser. Donc c'est un premier point qu'il faut garder en tête. Le deuxième point, c'est le coût de soutirage physique RTE, donc qui s'élève à 15 centimes d'euros du mégawattheure. Qui est propre au marché libéralisé, ce qui n'existe pas sur les tarifs réglementés, il est intégré déjà dans notre tarif. Certains fournisseurs ne vous le disent pas et l'écrivent ou non sur les contrats. Donc c'est quelque chose à sécuriser en amont de la signature de votre appel d'offres. Ensuite, il y a la partie coût certificat économie d'énergie. Pour certaines entreprises et pour certains fournisseurs, vous allez être redevable de ces coûts C2E. De la même manière que les coûts RTE, certains sont indiqués dans le contrat, d'autres sont inclus dans le prix de fourniture ou ils ne le sont pas. Certains sont fixes et certains sont révisables. Pareil, les fournisseurs ne le mentionnent pas toujours, ou en tout cas ne l'écrivent pas toujours sur les contrats, donc c'est une question à poser. Ensuite, il y a le marché de capacité. Alors, le marché de capacité est une spécificité qui sera mise en place à compter du 1er janvier 2017. L'objectif de ce marché de capacité est de sécuriser l'approvisionnement d'électricité aux consommateurs français en période de pointe. Donc, pour cela, tous les consommateurs seront redevables d'un coût supplémentaire à compter du 1er janvier 2017. Ce coût supplémentaire, il est défini par les règles du marché de capacité du RTE. Et ce sont les fournisseurs qui vont demander à leurs clients et qui vont rétribuer ensuite RTE. Donc, ce sont les fournisseurs qui vont faire ce calcul-là. Aujourd'hui, les règles du marché de capacité sont définies, mais tous les indicateurs qui définissent ce marché de capacité ne le sont pas forcément. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit un fournisseur va vous proposer des règles de calcul exactes que vous allez intégrer dans votre contrat, soit vous décidez d'attendre et de vous dire avec votre fournisseur, on se revoit en fin d'année 2016 afin de définir le coût du marché de capacité. Aujourd'hui, on ne sait pas de combien sera ce coût de capacité. On sait qu'il pourra peut-être même être de 0 € du mégawattheure. On sait qu'il pourra être élevé. Donc, l'objectif est de vous laisser toute l'attitude de pouvoir négocier ce marché de capacité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le mécanisme d'AREN inclut déjà ce marché de capacité. Donc, j'anticipe sur une ligne qui indique après, mais ça peut être intéressant d'intégrer dans vos contrats des swaps AREN
pour vous permettre, au moment de choisir, de définir votre coût de capacité avec votre fournisseur, de choisir soit le prix que vous avez sur le marché plus un coût de capacité, soit de mettre en œuvre votre option de swap ARENH, c'est-à-dire bénéficier de cette option ARENH pour vous permettre d'avoir le prix le plus optimisé à ce moment-là. Ensuite, il y a aussi le point spécifique qui est lié aux régies. Alors, les régies, ce sont les entreprises locales de distribution. Il y a certaines zones géographiques en France sur lesquelles le tarif réglementé de vente n'est pas mis en œuvre par EDF, mais par une régie. La distribution et la fourniture est réalisée par les régies. La question se pose souvent au moment de la définition des périmètres, de savoir si les régies sont incluses dans l'appel d'offres, si elles sont incluses dans un lot spécifique ou si elles sont séparées ou intégrées directement dans les lots. Voilà. La question va dépendre effectivement des sites que vous avez en régie. Il faut savoir que tous les fournisseurs ne sont pas prêts à répondre sur toutes les régies. Certains fournisseurs même refusent de répondre sur les régies. D'autres, à l'inverse, acceptent toutes les régies. Donc, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte pour savoir si vous êtes prêt à avoir plusieurs fournisseurs ou si vous voulez un seul fournisseur et mettre en face les prix et les coûts qui sont induits par la gestion d'un fournisseur d'un site qui est en régie locale. Et enfin, on recite une liste d'éléments à prendre en compte au moment de finaliser votre contrat. Est-ce que vous avez une facturation regroupée? Est-ce que ça a un coût? Est-ce que la mise en œuvre d'un modèle a un coût? Est-ce que votre espace client a un coût supplémentaire? Quel est le délai de facturation? Est-ce que ça vous coûte quelque chose? Est-ce que vous mettez en place une option de swap ARENH sur votre contrat? Est-ce que vous avez à disposition les comptes de charge? Voilà, tous ces points-là sont à prendre en compte au moment de la finalisation de votre contrat. Donc ensuite, on a repris les courbes de marché et les prix de marché depuis fin 2012. Vous voyez donc sur la courbe, il y a une courbe en haut qui est la courbe bleue qui correspond au pic, donc ce qu'on a mentionné tout à l'heure, et vous avez la courbe en bas qui est verte qui correspond à la base. Le trait rouge correspondant à l'ARENH qui est à 42 € de mégawattheure. Ce qu'on peut voir, c'est que sur un historique de prix, on sait qu'aujourd'hui, on est dans des zones de prix qui sont basses par rapport à ce qu'on a pu observer, par rapport à un maximum observé, où les prix sont montés jusqu'à 44 € du mégawattheure. Ça, c'était en 2014 sur la base. Ce qui s'est passé récemment sur l'évolution des prix, c'est qu'il y a eu une grosse baisse en janvier. C'est remonté un petit peu ensuite au niveau du mois de février-mars, et puis on est redescendu très bas, notamment sur le mois de mai. Là, depuis le mois de mai-juin, il y a une augmentation qui aurait tendance à se stabiliser. Bon, ce qu'on attendait depuis quelques temps, c'est-à-dire une hausse des prix, puisque une course à la fin des tarifs réglementés de vente, est-ce que chacun puisse disposer de son contrat sur le marché libéralisé, elle a entraîné une hausse des prix, elle est en train d'arriver en tout cas sur ce qu'on observe sur le dernier mois de juin-juillet. Et donc cette évolution des prix sur le marché libéralisé est à mettre en parallèle avec les prix que vous avez, les différentes structures de prix qui existent. Alors cette courbe que vous avez avec plusieurs couleurs et avec plusieurs lignes différentes, c'est ce qu'on veut dire, ce qu'on veut synthétiser sur cette slide, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché réglementé, vous avez un prix qui est euro-saisonnalisé, qui dépend, qui est différent en fonction des mois, en fonction de la version d'utilisation, en fonction des heures pleines et des heures creuses, et qui est notamment très faible en été et très élevé en hiver. Sur le marché libéralisé, vous allez pouvoir avoir des prix qui sont aussi euro-saisonnalisés, mais avec un écart qui est moindre. Vous allez pouvoir avoir des prix qui sont uniques, quelle que soit la période de l'année. Et vous avez aussi un prix d'acheminement qui est différent en fonction de HTA5 ou SDT, donc c'est-à-dire en fonction de votre formule tarifaire d'acheminement, vous allez avoir une structure de prix qui est différente. Quand on met en parallèle tous ces éléments-là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une complexité à analyser, qu'il y a une nécessité à analyser au mois le mois l'ensemble des dépenses, en fonction de chacun de ces critères-là. On voit aussi un point important, c'est qu'il y a forcément un moment où les courbes vont se croiser entre le marché libéralisé et le marché réglementé, puisque vous avez des prix été sur le marché réglementé qui sont très bas. En fonction du prix que vous allez pouvoir négocier sur le marché libéralisé,
Il y a un moment où en fait vous allez avoir, ça va être la date, on va dire la date optimale de passage sur le marché libéralisé. Celle-ci peut être au 1er janvier, ça dépend de vos profils de consommation, mais elle peut être aussi tout de suite, au 1er août, au 1er septembre, au 1er octobre, au 1er novembre. Vous pouvez avoir un intérêt à anticiper votre sortie sur le marché libéralisé. Donc pour ça, il faut mettre en perspective toutes ces formules de prix pour vous permettre de distinguer et de donner aux fournisseurs quelle est la date optimale de sortie sur le marché libéralisé. Très bien, mais écoute, merci Josépha pour toutes ces précisions sur justement la gestion de cet appel d'offres et tous les points d'attention dans le cadre de la rédaction du cahier des charges et surtout de l'analyse des offres, qui c'est pas toujours simple. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les fournisseurs, leur stratégie, voilà, leur positionnement? Oui, alors effectivement, l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter les fournisseurs. Alors, on arrive sur la fin. L'objectif, ce sera ensuite, il nous reste 2 parties, et puis on vous laissera la main pour les questions. Ici, vous avez la slide qui rassemble l'ensemble des fournisseurs. Aujourd'hui, on recense 22 fournisseurs qui proposent théoriquement des offres en électricité. Alors, pourquoi on parle de théoriquement? Puisqu'ils ne sont pas tous situés sur les mêmes segments. On va prendre un exemple. E.ON, Alpiq, Vattenfall, ce sont des fournisseurs qui se positionnent sur les très gros consommateurs. À l'inverse, vous avez d'autres fournisseurs comme Engie, comme EDF, qui sont capables de répondre sur l'ensemble des segments de votre appel d'offres, que ce soit des contrats bleus, jaunes, verts, des petites consommations ou des grosses consommations. Donc l'objectif va être de solliciter un maximum de fournisseurs pour avoir un maximum de réponses. Un mot sur les fournisseurs comme Gaz et Électricité de Grenoble ou comme Alterna. Donc Alterna qui est un regroupement d'entreprises locales de distribution qui permet de proposer des tarifs libéralisés sur l'ensemble du territoire. Donc on n'est plus dans une démarche locale, ce qui pourrait être sous-entendu par Gaz et Électricité de Grenoble. Pas du tout, c'est un fournisseur qui répond sur l'ensemble du territoire et qui répond sur l'ensemble des segments. Typiquement, Gaz et Électricité de Grenoble, c'est une ancienne régie qui a développé une salle de marché et des produits sur le marché libéralisé qui est en mesure de vous répondre également. Donc, ce sont des fournisseurs qu'il ne faut pas oublier au moment de lancer votre appel d'offres. Et donc ensuite, on a présenté juste avant l'ensemble des fournisseurs. Je vous disais qu'ils ne sont pas tous situés sur les mêmes segments. Il y a une nuance à apporter à ça. C'est quelque chose qui évolue très régulièrement chez les fournisseurs du fait de la fin des tarifs réglementés de vente. On sait que de l'évolution aussi du cadre réglementaire. On sait que la stratégie des fournisseurs évolue régulièrement. Typiquement, certains vont souhaiter se positionner sur des segments de consommation, peut-être sur des contrats jaunes alors qu'ils sont spécialisés sur des contrats verts. Pour autant, ils ne vont pas avoir des prix tout de suite de bonne qualité ou en tout cas compétitifs. Mais ils vont essayer de se positionner ou en tout cas de travailler sur des nouveaux segments et faire évoluer leur stratégie commerciale. Donc même si aujourd'hui on dit qu'un fournisseur comme E.ON est spécialisé sur les gros consommateurs, il développe aussi des offres sur des consommations plus faibles et ça vaut le coup aussi de les intégrer dans un appel d'offres. Donc vous verrez en tout cas sur cette page l'ensemble des critères qui font que aujourd'hui les stratégies des fournisseurs évoluent. Très bien. Ben, écoutez, on arrive au terme de notre webinaire et donc en une page, Josépha, est-ce que tu peux nous résumer les points indispensables à la prise de décision? Alors effectivement, en une page, ici, vous avez les points principaux dont on a parlé pendant 40 minutes ce matin et qu'on résume sur cette slide. Alors la première, c'est la définition précise de votre périmètre et le fait de soulever et de repérer les atypismes. Le deuxième point, c'est la connaissance précise de vos consommations et également de vos projets futurs qui vont avoir un impact sur le type de contrat que vous allez choisir et sur votre prix. Le troisième point, c'est la définition précise de votre cahier des charges. Qu'est-ce que vous souhaitez comme investissement? Quelle est la durée de votre contrat? Quels seront les services? Tous ces points-là ont un impact sur votre prix et il est nécessaire de les définir en amont. Il faut bien sûr prendre en compte l'évolution du prix de l'Arenh. Comme je vous le disais, elle est aujourd'hui à 42. Elle va certainement évoluer. On ne sait aujourd'hui ni quand, ni de combien. C'est à prendre en compte. Le prix optimisé de votre voiture.
effectivement, on en a parlé. Vous avez la possibilité d'optimiser votre acheminement. Prenez-le en compte au moment de passer votre contrat. Vous avez l'avant-dernier point, qui est le prix du tarif réglementé en vigueur, la date de calcul de la date optimisée de sortie des tarifs réglementés de vente. Effectivement, le tarif réglementé va encore évoluer cet été, au 1er août 2015. Donc, forcément, ça fait évoluer les niveaux d'économie que vous allez pouvoir obtenir. Le tarif réglementé de vente, c'est quelque chose qui n'est pas indispensable, c'est-à-dire connaître votre tarif pratiqué actuellement, ce n'est pas indispensable pour vous passer votre appel d'offres. Néanmoins, si vous voulez calculer un niveau d'économie entre une situation initiale et une situation négociée, vous devez connaître ce montant-là. Et vous avez enfin les prix de marché fluctuant au jour le jour et le contexte réglementaire et contractuel qui évolue. Donc on a parlé d'acheminement qui évolue, on pourrait parler aussi des taxes et des contributions qui évoluent régulièrement. Et on a parlé aussi, quand on parle d'évolution du contexte contractuel, c'est notamment, par exemple, le marché de capacité, de savoir comment vous allez l'inclure dans votre contrat. Donc effectivement, ici vous avez la synthèse de tout ce que vous devez prendre en compte. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Josépha encore une fois pour tous ces éléments. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Donc là, vous voyez une enquête, juste c'est une petite information. Nous avons fait une enquête sur la fin des tarifs réglementés qui montrait surtout que la complexité de ce sujet, de la non-préparation ou de la plupart des consommateurs et la difficulté qu'ils avaient justement à préparer tout ça, raison aussi de ce webinaire. Donc nous tenons à votre disposition les éventuels les résultats donc aux éventuelles personnes qui souhaiteraient en avoir des réponses. Sinon, donc, on va regarder peut-être pour terminer si vous avez 2-3 questions. Alors, une première question, Josépha. Est-ce qu'on a parlé des fournisseurs? On a vu qu'il y en avait beaucoup. Et donc la question, c'est combien de fournisseurs faut-il solliciter pour l'appel d'offres? Alors, effectivement, on a vu qu'il y avait un grand nombre de fournisseurs qui étaient en mesure de proposer des offres sur le marché libéralisé. Combien faut-il en solliciter? Alors, on peut peut-être rappeler le déroulement d'un appel d'offres qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Quand vous passez un appel d'offres, en tout cas, la méthodologie que nous, on met en œuvre, en général, elle fonctionne en 2 tours. Vous avez un premier tour où vous sollicitez un certain nombre de fournisseurs. Donc, par exemple, sur les 22 fournisseurs, il faut déjà cibler ceux qui sont en mesure de répondre, partir sur en première approche une dizaine de fournisseurs, leur demander qui est prêt à répondre ou non pour vous permettre d'avoir une sélection déjà d'au moins, puisque sur les 10 fournisseurs que vous allez appeler, il y en aura certainement quelques-uns qui vont vous dire d'entrée de jeu qu'ils ne sont pas intéressés. Donc vous allez tomber à 6, 7, 8 fournisseurs. Ce serait sur un premier tour le nombre de fournisseurs que vous auriez en réponse. Ensuite, sur ce premier tour, vous allez recevoir sur les 8 fournisseurs auxquels vous envoyez un cahier des charges peut-être que 5 ou 6 réponses. Sur ces 5 ou 6 réponses-là, vous allez analyser. Vous allez pouvoir lancer un second tour d'appel d'offres auprès d'une sélection de fournisseurs, par exemple 2, 3 ou 4 fournisseurs en fonction des réponses que vous aurez obtenues. Petite précision sur le marché libéralisé, les fournisseurs vous envoient une offre, en général il est 12 heures quand vous recevez l'offre et le contrat. Elle est valable en fonction des fournisseurs entre 16h et 17h. C'est-à-dire qu'à 16h, le contrat doit être envoyé, signé à votre fournisseur que vous avez choisi. C'est pour ça que c'est important de travailler en 2 tours. Comme ça vous permet au premier tour de fiabiliser tous les points contractuels, juridiques liés à la qualité de service, au pilotage, etc. Et de n'avoir ensuite sur un deuxième tour qu'une discussion sur le prix et une décision qui se passe uniquement sur le prix. Très bien, merci pour cette précision. Une dernière question peut-être, parce que l'heure tourne, on est déjà près de 45 minutes. Donc la question aussi, on a vu que la complexité du cahier des charges, la complexité de l'analyse des offres. Donc est-ce que la question c'est combien de temps la gestion d'un tel dossier prend-il et combien de temps faut-il laisser au fournisseur pour répondre? Alors effectivement, la gestion d'un tel dossier peut prendre entre, si on prend, on va dire autour de 2 à 3 mois pour gérer depuis le début jusqu'à la fin votre appel d'offres.
sachant que dans ces 2 à 3 mois, il faut compter une phase de collecte et de recensement du besoin qui est cruciale et qui est en général celle qui prend plus de temps. Ensuite, une fois que vous avez recensé ce besoin, les sites, etc., l'ensemble des informations nécessaires, il y a toute cette partie mise en forme à travers des outils qui vont vous permettre de communiquer facilement avec vos fournisseurs et surtout d'optimiser le nombre de réponses que vous allez recevoir. Suite à cet appel d'offres, ensuite on rentre dans l'appel d'offres, donc les délais dont on a parlé. Le délai qu'il faut laisser de réponse aux fournisseurs va dépendre de votre périmètre. Si c'est un périmètre simple sur quelques sites, on a moins d'une dizaine de sites, leur laisser une semaine ou 2 pour répondre, tout en ayant pris soin de les avertir en amont de l'appel d'offres, ça peut être suffisant. Par contre, sur des périmètres plus importants, il va falloir compter peut-être 2, 3, voire même 4 semaines si on est sur des périmètres complexes. En faisant, alors leur laisser 2, 3, 4 semaines, c'est aussi avoir des points réguliers avec eux pour être sûr qu'ils sont bien pris en compte de votre appel d'offres, pour être sûr qu'ils vont répondre, parce que parfois vous avez certains fournisseurs, vous leur envoyez un appel d'offres 4 semaines en avance, et on sait qu'il y en a certains qui vont regarder la veille et qui vont vous fournir du coup une réponse qui sera non adaptée, voilà, qui ne répondra pas à votre besoin, pas à votre cahier des charges. Donc c'est pas du temps où vous laissez en sommeil l'appel d'offres auprès des fournisseurs, c'est bien un temps actif d'échange sur le cahier des charges et sur votre périmètre. Très bien. Écoutez, merci. Alors, on a d'autres questions encore qui nous parviennent. Simplement, on arrive quand même au terme, donc on va essayer de respecter les délais. Sachez que de toute façon, vous aurez la présentation qui vous sera adressée. Donc, vous avez aussi nos coordonnées et on tâchera de répondre aux questions qui sont restées en suspens. Et nous reviendrons vers vous avec les réponses. Voilà, donc merci pour votre attention. Merci Josépha pour ta présentation. Et naturellement, nous restons à votre disposition. Et puis, peut-être à l'occasion d'un prochain webinaire. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous disons à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.